Bonjour, c'est Camille. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un grand et bel objet historique, mais d'une petite lettre, d'une simple lettre, parmi les milliers que nous avons au musée. Car bien sûr, le musée de la Poste se doit d'avoir dans ses collections des lettres de tout temps et du monde entier. La lettre dont je vais vous parler aujourd'hui est tout ce qu'il y a de plus banal. C'est une lettre comme on en voit tous les jours depuis que les lettres existent. Elle a été postée le 5 juin 1930 à Santiago du Chili, en Amérique du Sud, pour un destinataire habitant le 18e arrondissement de Paris. Quand son destinataire l'a reçue, l'enveloppe avait été tamponnée avec ce court message « Retard dû au service ». Voilà qui est bien mystérieux. Le destinataire était loin d'imaginer tous les périples qu'elle avait traversés avant d'arriver jusqu'à lui. Mais moi je les connais. Et je vais vous raconter cette incroyable aventure. Le 13 juin 1930, quelques jours après avoir été postée, cette lettre, parmi d'autres, va être confiée à Henri Guillaumet. Alors, Henri Guillaumet, c'est un aviateur de l'aéropostale. En 1930, à l'époque où nous parlons, l'aéropostale est la plus longue ligne postale aérienne du monde. Elle couvre près de 13 000 kilomètres. À 28 ans, cela fait déjà 4 ans que Guillaumet pilote des avions pour transporter des lettres à l'autre bout du monde. Il est très expérimenté et très respecté par sa direction et ses collègues. En France, son pays natal, il est même considéré comme un héros et admiré par la population qui est très fière de compter parmi elle l'un des meilleurs aviateurs du monde. Ce matin du 13 juin 1930, nous sommes en plein hiver dans l'hémisphère sud et Guillaumet s'apprête à décoller de Santiago pour la 46e fois de sa carrière. Il est responsable de la partie qui va jusqu'à Buenos Aires, en Argentine, sur la côte atlantique. Ensuite, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra le relais et qui s'occupera d'acheminer les lettres en remontant la côte brésilienne, puis en traversant l'océan Atlantique jusqu'en Afrique de l'Ouest, puis du Nord, avant d'enfin arriver en France. Mais revenons à Guillaumet. Sa première escale, à partir de Santiago, est Mendoza, en Argentine, juste de l'autre côté de la frontière. C'est à 200 km à peine à vol d'oiseau. Il suffit de 2 petites heures de trajet. C'est un vrai jeu d'enfant. Sauf que, entre ces 2 villes sud-américaines, se dresse la cordillère des Andes, l'une des plus hautes chaînes de montagnes du monde. Et à cette époque-là, en 1930, les avions ne peuvent pas monter assez haut pour tranquillement la survoler. Non. Il faut la traverser. C'est-à-dire rien de moins que slalomer entre les montagnes, se faufiler entre les cols les uns après les autres. Les aviateurs appellent cela « trouver les passages », quel que soit le temps qu'il fait, été comme hiver. Et tout cela à l'air libre, car il n'y a pas de verrière protectrice. Le poste de pilotage est ouvert à tous les vents et aux intempéries. C'est pourquoi Guillaumet doit commencer par s'habiller bien chaudement, avec un bonnet et un blouson de cuir doublé de laine, sans oublier l'écharpe blanche et les lunettes. La traversée de la cordillère des Andes en plein hiver. Voilà ce qui attend une nouvelle fois Guillaumet qui s'apprête à décoller. Il sait que c'est dangereux, qu'il risque la panne, l'accident, et la météo n'est pas très bonne. Mais le courrier doit passer à tout prix. Ça, c'est le directeur des opérations, Didier Dora, qui l'a dit. Et attention à qui lui désobéit. De toute façon, il n'a pas peur, car il est l'un des tout premiers hommes de l'histoire à réaliser ce grand rêve de l'humanité depuis la nuit des temps, voler. Voler toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Et puis, Guillaumet sait que ses aînés sont morts pour la France quelques années plus tôt, lors de la Grande Guerre. Et lui aussi est prêt à donner sa vie pour la patrie. Et ce n'est pas pour détruire un ennemi, non, bien au contraire. C'est pour que les pays du monde puissent mieux communiquer entre eux. Et ça, c'est une grande et noble cause
pour laquelle il est prêt à se dévouer corps et âme. Ce vendredi 13 juin 1930, à 8h pile, Guillaumet démarre donc son Potez 25, numéro 1522, immatriculé FAJDZ, pour aller traverser la cordillère des Andes. Mais, après quelques dizaines de minutes en vol, son avion est soudainement pris dans une violente tempête de neige. Il est secoué dans tous les sens et Guillaumet en perd totalement le contrôle. Puis, il est brusquement happé par un courant descendant. En l'espace de 3 minutes, l'avion chute de 2600 mètres. Redescendu sous le plancher nuageux, il voit se déployer devant lui la lagune du Diamant. Un immense lac de montagne de plusieurs kilomètres de long, loin de tout, à plus de 3200 mètres d'altitude. La Laguna del Diamante. En été, c'est un paysage magnifique, au pied d'un somptueux volcan qui se reflète dans ses eaux. Mais aujourd'hui, Guillaumet est emprisonné dans cette cuvette cernée de hautes montagnes, au sommet masqué par les nuages noirs. Il n'a aucune visibilité et ne peut ressortir. Alors, il tourne pendant près de 2 heures au-dessus du lac, à la recherche désespérée d'une issue. Malheureusement, il n'a bientôt plus de carburant et doit se poser en urgence sur une petite plaine en pente douce. L'avion cahote, roule à vive allure vers la rive du lac, puis pouf, finit par capoter sur un talus de neige et bascule sur le dos, plaqué au sol. Guillaumet est miraculeusement indemne, mais il n'a plus la possibilité de redécoller. Il choisit donc d'attendre la fin de la tempête et passe les 2 premières nuits enveloppé dans son parachute, dans un abri qu'il a creusé dans la neige sous l'aile de son avion retourné. Son espoir, pouvoir être repéré par ses camarades qui, ne le voyant pas arriver, se sont certainement lancés à sa recherche. Au matin du 3e jour, le dimanche 15 juin, alors que le ciel s'est enfin dégagé, il aperçoit au loin un avion, enfin, il se dépêche de tirer une fusée de détresse, mais l'avion continue sa route, sans le voir. Guillaumet comprend alors qu'il ne peut compter que sur lui-même pour retrouver la civilisation, et décide donc de se mettre en route. Avant de partir, il grave sur le fuselage de l'épave 2 messages, à l'aide d'un caillou. Tel un condamné, il exprime ses dernières pensées. Mon dernier souvenir à ma femme avec un bon baiser. Puis, au cas où quelqu'un retrouverait finalement la carcasse de son avion, il indique le chemin qu'il va suivre. Je suis parti vers l'est, direction l'Argentine. Adieu à tous. Il emporte dans sa petite valise les rations de survie de l'aéropostale, du rhum, quelques boîtes de conserve, des biscuits, un réchaud à alcool et des boîtes d'allumettes. Mais au fait, et le courrier, et les lettres, parmi lesquelles cette fameuse lettre destinée au 18e arrondissement de Paris. Ce courrier, c'est sa mission, c'est tout le sens de son engagement. Alors, Guillaumet se pose la question. Bon, si j'emporte le sac avec moi, il va m'alourdir, me ralentir, et sera peut-être la cause de ma perte. Et si je meurs dans ces montagnes, recouvert de neige par la prochaine tempête, on ne me retrouvera jamais. Et le courrier non plus. Non. Le plus sage est de le laisser ici, car mes camarades finiront bien par retrouver l'avion, et le courrier avec. Et si j'ai la chance de m'en sortir, je pourrai directement leur indiquer le chemin. Ainsi, dans tous les cas, je reste fidèle à ma devise, le courrier, quoi qu'il en coûte. Guillaumet se met alors en route, et va marcher pendant 5 jours et 4 nuits. Franchir 3 cols, trébuchant sans cesse, les pieds gonflés et gelés, sans dormir. Dormir, surtout pas, car dans ce froid terrible, si l'on en vient à s'endormir, on ne se réveille plus jamais. Alors marcher, ne pas dormir, marcher, ne pas dormir, malgré le froid, la fatigue, le manque d'oxygène et de nourriture. Mais il pense à tous les gens qu'il aime, et pour s'aider à avancer, se répète sans cesse
Ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un vaurien si je ne marche pas. Mais finalement, au bout de cet effroyable calvaire, dans l'enfer blanc, au bout de ces quelques 60 kilomètres dans la neige, par des températures parfois inférieures à moins 10 degrés, au bout de ces 4 nuits, tellement plus longues que les jours, il réussit enfin à s'approcher de petites habitations à l'aube du jeudi 19 juin. C'est un jeune berger argentin de 14 ans, Juan Gualberto Garcia, qui l'aperçoit près d'un ruisseau, titubant, délirant, à bout de souffle et de nerfs. Avec l'aide de sa mère, il le prend sur son dos et l'emmène dans la cabane qu'il habite avec ses parents. Une fois réchauffé et restauré, Guillaume raconte son périple à la famille. Ils n'en croient pas leurs oreilles. « Est-ce impossible ?» s'exclame-t-il. « C'est impossible. On ne peut pas survivre plus de 2 jours dans les Andes en cette saison. » Mais ils ont entendu parler de cet aviateur perdu que tout le monde cherche dans la région. D'ailleurs, leur village est sans arrêt survolé par des avions de reconnaissance. Alors ils le croient. Et le père de Juan Garcia s'empresse d'aller prévenir la police. Le lendemain, une voiture officielle attendra Guillaume pour l'emmener à San Carlos, près de Mendoza, où la population a appris la nouvelle avec joie et soulagement. « Guillaume est sauvé !» peut-on lire dans tous les journaux et entendre sur toutes les lèvres. Et c'est à San Carlos que Guillaume pourra enfin retrouver son vieux camarade et ami Antoine de Saint-Exupéry, qui a fait au plus vite pour venir l'accueillir. Quand Guillaume le verra, il tombera dans ses bras et lui dira en larmes cette phrase historique dont tout le monde se souvient encore. « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. » Saint-Exupéry ? Oui, vous avez bien entendu. C'est l'auteur du Petit Prince, l'un des livres les plus lus dans le monde entier. Eh bien, c'était également un aviateur de l'Aéropostale, un collègue de Guillaume, et même plus, un ami intime. Guillaume lui racontera toute son aventure, et Saint-Exupéry lui rendra hommage en publiant son témoignage dans le roman Terre des Hommes, quelques années plus tard. Cet épisode incroyable est un formidable exemple de l'immense courage dont ont fait preuve au fil des ans les aviateurs de l'Aéropostale, Guillaume, Saint-Exupéry, mais aussi Mermoz et tous leurs compagnons du devoir. Ces héros qui ont défriché les routes du ciel, prêts à prendre tous les risques pour accomplir leur mission sacrée et servir la religion du courrier, comme on l'appelait à l'époque. Ces pionniers de l'air sont entrés dans la lumière grâce à leurs exploits inoubliables et sont finalement devenus des légendes en réalisant le rêve de Pierre-Georges Latécoère, cet industriel toulousain qui, dès 1918, avait imaginé ce projet fou d'une liaison aérienne intercontinentale. Quant à Guillaume, eh bien, il se remettra bien vite en selle. Le vendredi 27 juin, 2 semaines après son dernier vol, il repassera au-dessus de la cabane de Juan Gualberto Garcia pour saluer toute sa famille. Dans toute sa carrière, il aura franchi la cordillère des Andes 393 fois, ce qui lui vaudra pour surnom l'ange de la cordillère. Didier Dora, le directeur d'exploitation de l'Aéropostale, lui-même ancien chef d'escadrille pendant la Première Guerre mondiale, dira de lui « Je n'en ai pas connu de plus grand ». Ah, et la lettre, me demanderez-vous. Eh bien, il faudra attendre l'été suivant et la fonte des neiges pour qu'on puisse retrouver l'avion accidenté de Guillaume, à plus de 3000 mètres d'altitude. Le courrier ne sera donc récupéré qu'en décembre 1930, 6 mois après avoir été posté, et sera acheminé tout à fait normalement par l'Aéropostale, marqué par cette griffe très spéciale « Retard dû au service ».